Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter diverses manières de faire passer une courbe par des points donnés. Ce qui m'a motivé à faire cette vidéo ainsi que la page web associée, ainsi qu'une vidéo sur les B-splines et la page web associée, une vidéo sur les fonctions spline et la page web associée, ainsi qu'une documentation de 52 pages avec beaucoup de calculs mathématiques, c'est la vidéo de Freya Holmer qui s'intitule The Continuity of Splines. C'est une excellente vidéo qui explique comment créer des courbes lisses, en particulier créer des courbes lisses qui passent par des points donnés. J'ai appris beaucoup de choses en la visionnant plusieurs fois, mais elle m'a frustré parce que la méthode que je préfère et que je vais vous expliquer dans cette vidéo n'est pas donnée dans sa vidéo. Voilà, alors on commence depuis le début. Je lui dis pas de courbe et une paramétrisation uniforme. Et je place mes points avec Shift-clic. Voilà, j'en place pour faire une spirale, comme ça. Et la première possibilité, c'est ce qui se nomme G0, géométrique de niveau 0. On met tout simplement des lignes droites, des segments de droite entre chaque point. Si vous trouvez dans un train qui suit ce chemin, bien là vous serez secoué, là vous serez secoué, c'est désagréable. Donc on aimerait faire mieux, on aimerait que les tangentes varient continuellement. C'est ce qu'on a ici, géométrique de niveau 1. Ici, la tangente à la courbe, elle varie continuellement le long de la courbe. Ça, c'est déjà beaucoup mieux. Mais si vous êtes dans un train qui suit cette trajectoire, typiquement par ici, vous serez secoué comme un petit peu parce que la courbure ne varie pas de façon continue. Ici, on a le problème que la courbure n'est pas continue. Donc, on peut faire mieux. Là, ici, il y a une petite amélioration, mais ça fait presque rien. Alors, c'est ici. En faisant ça, ça fait une petite amélioration. On ne voit pas grand-chose. Mais de cette manière, la courbure varie de façon continue. Et donc, si vous êtes maintenant dans le train, là, vous ne serez pas secoué au point ici, pas plus qu'ailleurs, en fait. Maintenant, il y a un petit défaut encore. Si je place des points proches l'un de l'autre, comme vous le voyez ici, alors on a des bizarreries. Alors, on voit ici la courbe comme elle fait. Alors ça provient du fait que je suis en uniforme dt, c'est-à-dire le temps pour passer d'un point au suivant, c'est toujours une unité. Alors, le temps pour passer de là à là est le même que pour passer de là à là. Alors quand je dis le temps, c'est en fait la paramétrisation, mais ça revient un peu au même. Donc il est plus naturel de prendre comme temps de passage d'un point à l'autre la distance entre les points. C'est ce qu'on fait quand on est ici. Et voilà, ici, on a quelque chose de beaucoup plus lisse. Si je bouge, on voit que tout se passe bien. On a quelque chose d'un tout petit peu mieux, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais ici, on peut prendre comme paramétrisation la longueur de la courbe. Mais pour faire ça, c'est un peu compliqué parce que pour calculer la courbe, il faut connaître sa longueur, et donc c'est une question de l'œuf et de la poule. Si je change de l'un à l'autre, vous voyez que la différence est tellement faible, et là les mathématiques sont beaucoup plus compliquées, beaucoup plus longs comme calcul. C'est disons 3 fois plus long à faire ce calcul que celui-ci, donc je préfère ceci. Bien, alors je vais résumer les propriétés. Cette courbe que j'appelle MathSpline, donc la MathSpline permet de générer cette courbe. Freya Holmer l'explique très bien dans sa vidéo. Une spline, c'est une manière de générer une courbe. Alors, la courbe, elle est continue, de tangente variant de manière continue le long de la courbe, on dit qu'elle est G1. Le rayon de courbure varie de manière continue le long de la courbe, donc on dit qu'elle est G2. Elle passe par tous les points donnés. Elle ne nécessite aucun point supplémentaire pour définir la courbe. Donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Je n'ai pas besoin de donner un point autre que ceux qui sont sur la courbe. Si vous connaissez les courbes de Bézier, là, vous devez chaque fois, pour chaque point, donner 2 points supplémentaires qui donnent la direction. Alors vous me direz, il y a un petit avantage, on peut faire des cassures. Eh bien, on va y arriver. Ici, elle peut facilement être fermée. Alors effectivement, je viens ici, je dis que je veux fermer la courbe, ici, et voilà.
elle est fermée. Et la courbe fermée est aussi G2. Donc, le rayon de courbure varie aussi continuellement le long de la courbe. Donc, c'est facile à faire varier. On peut déplacer, il n'y a pas de problème. Et maintenant, on peut avoir des points de brisure, donc où la tangente varie de façon discontinue. C'était un avantage des courbes de Bézier. Mais ici aussi, je peux dire, alors je vais plutôt prendre ce point-là et dire, là, j'aimerais avoir une cassure. Alors, je dis broken point, et voilà, on a une cassure. Et je n'ai pas besoin de dire comment ça doit se faire. Ça se fait de façon assez naturelle. En fait, ça se fait en disant, ici, le rayon de courbure doit être nul. Infini. La courbure doit être nulle. Et de l'autre côté, la courbure est nulle. Si j'ai la courbe qui est ouverte, on dit ici aussi, au départ, la courbure est nulle. Et bon, au départ, elle est nulle, à l'arrivée, elle est nulle. Voilà, donc on peut facilement avoir des brisures. L'influence des points se fait pratiquement sur les 8 segments voisins du point. Donc ça, c'est le critère le plus faible, on va dire. Si je prends ce point et je déplace ce point, alors c'est tout à fait normal que ça influence les deux segments, ceux qui précèdent et ceux qui suivent. Ça influence aussi le segment encore avant, donc 2 segments avant, 2 segments après. Et si on regarde bien, voilà, ici on voit, ça influence encore le 3e segment et même le 4e. À vrai dire, en théorie, ça influence tous les segments. Mais pratiquement, on voit que ça n'influence quasiment que les 4 segments qui précèdent, et encore le 4e très peu, et les 4 segments qui suivent, et encore de nouveau le 4e, bon, on arrive à voir un tout petit peu, mais vraiment très peu. Théoriquement, le 5e est aussi influencé, mais ça ne se voit pas. Ensuite, est invariant par rotation, symétrie et homothétie. Alors ça, c'est aussi quelque chose d'assez important. Est-ce que si j'avais choisi d'autres axes que comme ça, si j'avais tourné toute la figure, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Alors c'est ce que je teste ici. Je vais d'abord tester mathématiquement pour montrer que non, c'est invariant, il n'y a pas de difficulté. Donc je peux faire deux manières. D'abord, je peux cloner les points. Ensuite, je les fais tourner. Et ensuite, je calcule la matspline, la courbe passant par ces points. Alors c'est ce que je peux faire ici. Là, en fait, j'ai pris les points, je les ai clonés, j'ai fait tourner et j'ai calculé la courbe. Mais ce que je peux faire aussi, c'est cloner la courbe, donc calculer la courbe, la cloner et la faire tourner. C'est ce que je fais ici. Et maintenant, si je fais les deux, donc une fois je clone la courbe et je la tourne, et une fois je clone les points, je les tourne et je calcule la courbe, eh bien on obtient exactement la même courbe. Oups. Voilà. Donc on a effectivement indépendance par rotation. On a aussi indépendance par homothétie. Si je mets un ici et un ici, on voit qu'on a indépendance. On a aussi indépendance par symétrie. Par contre, on n'a pas indépendance pour n'importe quelle transformation linéaire. Si ici je mets une transformation linéaire, je mets par exemple 0,5, voilà, là on voit qu'on a une différence. Ça vient du fait que la transformation linéaire ne respecte pas les longueurs, donc la distance entre les points ne sera pas la même avant et après la transformation linéaire, et donc ça change la paramétrisation. Mais par contre, si je garde le temps entre chaque point est toujours le même pour aller d'un point à l'autre, alors là, c'est indépendant de n'importe quelle transformation linéaire. Ce qui est important, c'est que ça soit indépendant par rotation. Ça, c'est le plus important de tout. Et le dernier point est facile à calculer et rapidement. Alors, voilà, je vais effacer ça et je vais générer une courbe avec, d'abord, juste 1000 points. J'enlève ça, je génère ma courbe et voilà, j'ai une courbe. Alors, j'arrive pas à prendre un deuxième point juste... Ah, bah si, là, j'ai réussi. D'habitude, j'arrive pas à prendre un point juste à côté. Oui, bon, on y est quasiment. Alors, ce que je peux faire, c'est avec Shift-Control, créer des points supplémentaires. Et on voit que malgré qu'il y a 1000 points, et qu'il doit donc calculer chaque fois toute la courbe pour 1000 points, ça se fait de façon fluide. Allez, soyons fous, à la place de 1000, je mets 10 000 points, je calcule, je prends, et cette fois-ci, ça n'est plus fluide. Je vais de nouveau placer des points
ça avec Shift Control, et on voit que ça va, c'est pas terrible, mais c'est pas fluide. Alors on pourrait se dire, ah ben finalement ce calcul de Mathspline c'est assez lent, mais en réalité si je me mets ici sur des segments de droite, ben, c'est pas fluide non plus. Donc ça montre que c'est le dessin qui est lent et pas fluide, c'est pas le calcul de la courbe avec cette technique des Mathspline qui utilise donc les fonctions spline. Bien, je m'arrête dans cette vidéo. Dans une prochaine vidéo, je vais faire le lien entre les B-splines et les Mathspline, donc entre ce que j'ai présenté ici et les B-splines. Et on va voir comment passer de l'un à l'autre, qui a beaucoup de points communs et qui a essentiellement deux différences. Bien, je m'arrête. Merci. Au revoir.